Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce Sens Public, votre émission quotidienne de débat et de reportage sur Public Sénat. C'est parti pour 90 minutes. La promesse, vous le savez, elle est dans le titre de l'émission. Donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Le mardi 6 juin, c'est le prochain rendez-vous donné par l'intersyndicale pour se mobiliser contre la réforme des retraites. 2 jours plus tard, les députés examineront une proposition de loi du groupe Lyot pour abroger la réforme. Mais d'ici là, qui acceptera de venir à la table des négociations avec Elisabeth Borne? Jusqu'où l'unité syndicale très solide depuis 4 mois peut-elle tenir? Et puis la stratégie des 100 jours d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle trouve un écho favorable dans l'opinion? On répond à toutes ces questions dans une minute. Et puis pour notre second débat, c'est justement l'une des réformes annoncées par le président de la République que l'on va décortiquer, la lutte contre les fraudes. Elles sont par nature difficiles à évaluer, mais pour la seule fraude sociale, la Cour des comptes parle d'1 milliard d'euros. Les cartes vitales actives sont plus nombreuses que les bénéficiaires identifiés. Les fraudes liées à la pension aux retraites suite à la non-déclaration d'un décès sont nombreuses. Et n'oublions pas les allocations versées indûment. À ces fraudes individuelles, ajoutons les pratiques d'escroquerie sophistiquées et répandues qui rendent ces dernières pratiques difficiles à détecter. Voilà pour la fraude sociale. Le montant de la fraude fiscale, lui, est 10 fois plus important. Quels moyens, quel contrôle, quels moyens mis en œuvre? Faut-il lier arnaque aux prestations sociales et immigration, comme l'a fait Bruno Le Maire? Ne ratez pas notre second débat dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, les premières leçons de la fête du travail avec Cécile Cixous. Au lendemain d'une mobilisation réussie, la gauche ne compte pas tourner la page des retraites et continue de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il retire sa réforme. On ne fait pas taire le peuple, on l'écoute, on ne le méprise pas, on le respecte, on ne le réprime pas, on lui obéit. Nous ne céderons pas. Vous vouliez en avoir fini le 14 juillet, vous aurez votre prise de la bâtie. Vous avez déjà perdu, quand retirez-vous votre réforme des retraites? Même combat pour le retrait pour le président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner. Il espère la validation par le Conseil constitutionnel du référendum d'initiative partagée déposé par des députés et sénateurs de gauche. Nous attendons avec beaucoup d'impatience, donc demain, la décision du Conseil constitutionnel sur l'éventualité de lancer une procédure de référendum d'initiative partagée qui nous permettrait, pour ce qui nous concerne, partis politiques, syndicats, forces associatives, eh bien d'aller chercher les 4 800 000 signatures nécessaires pour la procédure. De leur côté, les syndicats donnent rendez-vous le 6 juin pour l'épisode 14 des manifestations, 2 jours avant l'examen par le Parlement d'une proposition de loi pour abroger la réforme. La page ne sera pas tournée tant qu'il n'y aura pas de retrait de cette réforme des retraites, qui a une détermination à gagner qui est intacte. Et ça tombe bien puisqu'il y a une échéance le 8 juin prochain et que nous entendons bien le 8 juin prochain gagner l'abrogation de cette réforme. Laurent Berger a saisi la main tendue d'Elisabeth Borne pour revenir à la table des discussions. Une perspective d'accalmie pour le gouvernement pour avancer sur d'autres projets de loi comme celui du plein emploi. Et on va se projeter jusqu'à cette double échéance des 6 et 8 juin avec mes invités. Jean-Marie Pernaut, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes politologue, chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale et auteur de ce livre, Le syndicalisme d'après, qui est publié aux éditions Le Détour. Anne-Charlène Bézina, bonsoir Anne-Charlène. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous, vous êtes constitutionnaliste. Pierre-Adrien Bartoli, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directeur des études politiques chez Harris Interactive. Émilie Zapalski, bonsoir Émilie, spécialiste en communication politique et éditorialiste pour Sens Public. Je rappelle, on les a entendus rapidement, les chiffres de la mobilisation de ce 1er mai, pas comme les autres, comme toujours, 2 bilans, celui de la police, près de 800 000 manifestants dans toute la France, 2 300 000 selon la CGT. Jean-Marie Pernaut, c'est beaucoup pour un 1er mai, mais c'est moins que pour d'autres journées de mobilisation contre la réforme des retraites. Vous y voyez quoi? Un affaiblissement ou une persistance finalement de la forme de puissance du mouvement? Ce qui est frappant, c'est quand même qu'au bout de 3 mois, on est toujours quand même des taux impressionnants. Ouais. On peut après, il y a toujours des problèmes sur les comptages. Oui. Enfin, je ne sais pas, pour avoir été dans cette manif à Paris, il y avait des gens dans toutes les rues. Ils ne sont pas comptés comme manifestants, mais il y avait une foule partout très, très importante. Donc non, ça tient indiscutablement. Après, on peut dire qu'il y a un peu d'essoufflement, ce qui serait assez naturel. C'était beaucoup plus que les 2 fois précédentes. Bon, il est probable que le 6, ça sera aussi assez difficile. Et c'était historique pour un 1er mai. Alors, pour un 1er mai, oui, c'est très, très important. D'habitude, c'est plus rituel. D'habitude aussi, il n'y a pas cet arc syndical qui appelle. Donc là, il y avait vraiment tout le monde.
Donc on est quand même dans des moments qui restent dans l'histoire des mouvements sociaux. Anne-Charlène Bézina, la prochaine, on l'a vu, journée de mobilisation, elle est annoncée, donc elle a été annoncée ce matin par l'intersyndicale. Il y a eu une réunion en visioconférence tôt dans la matinée. Ce sera donc le 6 juin, 2 jours avant l'examen du texte déposé par le groupe Lyot à l'Assemblée pour revenir aux 62 ans, on le rappelle. C'est intéressant parce que les calendriers parlementaires et syndicaux, ils continuent de se répondre d'une certaine façon. Bien sûr, et il n'est pas forcément anodin non plus qu'on ait la décision du Conseil constitutionnel demain qui soit considérée comme une échéance. Pourquoi ? Parce que finalement, on se rend bien compte que l'intersyndicale essaye de marteler l'idée que le processus en fait d'aboutissement de cette loi n'est pas le processus d'acceptation par le peuple et que donc il y a deux légitimités et deux moments à construire. Alors moi j'ai quand même le sentiment que cette manifestation d'hier vient signer la persistance, je vous rejoins assez largement, parce que quand bien même les motivations s'essoufflent, quand bien même les chiffres sont un petit peu moins nombreux, on se rend compte avec la litanie des casseroles, des sifflets, etc., qu'il y a quand même encore de la popularité du côté du mouvement anti-réforme. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose qui est un peu de l'ordre de la crise de communication gouvernementale. C'est qu'il est important qu'à un moment donné du calendrier, le gouvernement reprenne la main finalement et reprenne un petit peu le calendrier, l'agenda de la communication et de la légitimité. Et on voit bien ici qu'en fait, on patine un petit peu à trouver cet acte 2. Oui, et puis avec cette impression, Pierre-Adrien Bartoli, qu'il y a un peu de je sais pas, de tanks ou de camions qui avancent chacun de leur côté, de stratégie avec le gouvernement. On l'a vu, depuis 15 jours, on voit beaucoup médiatiquement, on pourrait même presque parler d'une saturation médiatique avec Emmanuel Macron, avec ses ministres, avec la Première ministre pour occuper le terrain les 100 jours, donner ce sentiment d'un gouvernement en mouvement. Et puis alors, il y a la stratégie syndicale et la stratégie de l'opposition, évidemment. Les Français, au milieu de tout ça, est-ce qu'ils tournent la page ou pas, finalement ? C'est assez passionnant parce qu'on est en train de le mesurer un peu en direct. On n'a pas un essoufflement, on a une transformation, d'ailleurs qui a commencé il y a longtemps, c'est pas nouveau. Mais là, elle devient très concrète. On mesure un niveau d'opposition à la réforme des retraites, toujours majoritaire, qui était élevé depuis le départ, mais qui là recule. On a perdu en gros une dizaine de points. Ça reste majoritaire, mais ça recule. En revanche, le soutien aux manifestations, lui, il continue à rester très élevé et même il progresse. Pourquoi est-ce qu'on a cette forme de presque paradoxe ? Parce que les manifestations aujourd'hui, certes, elles traitent du sujet des retraites, c'est le point de départ, mais elles ont dépassé, elles ont un peu débordé du cadre. Ça a commencé, c'était très présent dès le départ, ça a notamment été beaucoup plus fort au moment du 49.3 où on est passé d'une contestation d'une réforme des retraites à une contestation d'un mode de gouvernance ou rapport aux dirigeants. Et donc, peut-être que la page des retraites commence à être, je dirais pas derrière nous, mais plutôt du passé. En revanche, la crise que ça a ouvert, notamment le rapport à la manière dont on est gouverné et la société dans laquelle on vit, elle, pour le coup, elle ne fait que s'ouvrir. Voilà, c'est ça, c'est une nouvelle ère de contestation d'une certaine façon, mais peut-être quand même que la page se tourne, qu'il y a une intériorisation, même si on va y revenir avec l'échéance des 6 et 8 juin, c'est peut-être pas si simple, mais une intériorisation que la réforme est passée. Je voudrais quand même, on va pas y passer tout le débat, mais qu'on dise un mot des violences qui ont eu lieu hier lors de ces manifestations. Plus de 400 policiers et gendarmes blessés. Elisabeth Borne, elle parle d'un nouveau palier dans les violences. Est-ce que vous... Voilà, Jean-Marie Pernaut, comment vous l'analysez, ça ? Depuis que je suis tout jeune, on parlait des violences des casseurs. Avant, on disait les casseurs. Bon, ça va avec les manifestations. Et enfin, ça fait 3 mois et demi qu'on est dans un processus manifestant. Pendant 2-3 mois, il n'y a pas eu de tension de cet ordre. Elles ont commencé, les violences, après le 49.3. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais c'est là que le mouvement commence à changer un petit peu de nature, comme vous le releviez très justement. Et où là, effectivement, on voit arriver ces groupes de casseurs. Bon, je sais pas, il y en avait peut-être 1500 ou 2000 sur toute la France. Je pense qu'il ne faut pas que ça fasse oublier quand même tout le reste. Mais... Non, c'est pour ça que je dis, on ne va pas y passer tout le débat. Vous avez tout à fait raison, il faut en parler quand même. Dans cette idée, alors c'est peut-être de la communication gouvernementale, je veux bien entendre notre avis, mais quand la Première ministre parle d'un palier, vous n'êtes pas d'accord avec cette idée ? Un peu, si. Là, c'était quand même très nouveau par rapport aux fois précédentes. Donc, mais c'est un jeu dangereux de jouer avec ça, parce qu'on voit qu'y compris dans les milieux policiers, on commence aussi à parler de cette responsabilité qui est donnée à la police de maintenir l'ordre, alors que la question de l'ordre public, c'est pas uniquement
uniquement une question policière, c'est une question de gestion politique aussi. Évidemment. Et là... et de doctrine, on y a consacré un débat la semaine dernière, pardon de vous interrompre. Ouais, j'ai l'impression que la communication sur le gouvernement, et d'ailleurs on a entendu Gérald Darmanin et Elisabeth Borne s'exprimer à l'Assemblée aujourd'hui même en insistant beaucoup. Ils ne parlent pas de la réforme, ils ne parlent plus de la réforme des retraites, ils ont parlé que des violences... oui, et Gérald Darmanin a d'ailleurs ciblé Jean-Luc Mélenchon, voilà. Donc en gros c'est un peu la conséquence... LFI, en disant, je vais le citer, Jean-Luc Mélenchon, qui ne cesse d'exciter tout le monde entre l'ambiguïté et la complicité. Voilà les mots du ministre de l'Intérieur. Ça traîne beaucoup, parce que c'est vrai qu'on a entendu que c'était les casseurs, on entendait que c'était 1500 à 2000 casseurs. Par contre, ce que je trouve plus inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'il y a quand même des manifestants qui sont plutôt calmes et plutôt bien encadrés par les syndicats jusqu'à maintenant. Il y a un peu cette tentation gilet jaune, en fait, de plus en plus, quand on voit dans les manifestants, comme si ça démarre, pourquoi pas j'y vais. Ce qu'on a ressenti un petit peu au moment de la Concorde, c'est-à-dire au moment du 49.3, le jeudi, quand beaucoup de jeunes se sont retrouvés, on sentait que ça pouvait très rapidement dégénérer avec des personnes qui ne sont pas spéciellement des casseurs. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y avait un effet loupe des chaînes d'infos ce soir-là. Il n'y avait pas tant de monde que ça. Non, il n'y avait pas tant de monde. Moi, j'y suis allée. Mais il y avait ce côté, je suis très propre sur moi ou quoi, mais si ça dérape, j'ai envie d'y aller. Oui. Et je pense que ce sentiment, cette envie, elle est d'autant plus prégnante qu'il n'y a pas d'écoute. Il n'y a pas d'inflexion de la part du gouvernement. Et ça peut être dangereux parce que ça peut, alors pas radicaliser, mais donner des envies en se disant, un peu comme pendant les Gilets jaunes, c'est-à-dire, si personne nous entend, si on n'est vraiment pas écouté, s'il n'y a plus cette démocratie sociale qu'on espère, on va aller jusqu'au bout, quitte à vraiment ce que ça soit le bazar. Et là, c'est très risqué, à mon avis, pour la France. Oui, je rejoins largement parce que je pense que ce qu'on constate, en fait, dans cette idée du palier dont parlait Elisabeth Borne, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on installe dans la démocratie l'idée qu'au fond, ce n'est que par la violence qu'on obtient du résultat. Et on a beaucoup dit que les Gilets jaunes avaient conduit à un déblocage d'une enveloppe de 18 millions d'euros, ce qui au fond, ce qui au fond n'avait pas d'ailleurs donné tellement l'impression que les Gilets jaunes avaient été entendus sur le moment. Mais c'est vrai qu'a posteriori, on se dit ça. Et donc, en fait, l'idéologie de la violence, ça pourrait nous donner l'impression qu'il y a moins de rendez-vous syndicaux, il y a moins de personnes qui se déplacent, mais peut-être des personnes plus radicalisé avec justement cette idée d'en découdre, un peu comme vous le disiez, c'est-à-dire comme on nous entend plus, on va essayer d'aller directement à la violence. Et ça, c'est vraiment le danger qu'installe la communication de face à face, un peu que le gouvernement et les syndicats installent. Dans le passé, c'est arrivé que la radicalisation ou les scènes de violence fassent un peu basculer l'opinion. Pour l'instant, on l'a pas vu. Ça, je ne sais pas si c'est en train d'évoluer. Non, mais on n'a pas vu tant de scènes de violence comme ça depuis le début aussi. Enfin, on loue plutôt dans les images qu'on voit et dans les commentaires des cortèges qui sont encadrés par les syndicats, qui sont relativement calmes. La violence, c'est vraiment un des points, sinon le point qui fait effectivement la bascule. Ça l'a fait au moment des Gilets jaunes, c'est l'acte 3, c'est l'acte de triomphe, c'est le moment où il y a une vraie bascule dans l'opinion avec toujours une majorité de personnes qui soutiennent, mais néanmoins une perte de 10 à 15 points de ce soutien, c'est-à-dire tout ce corps de sympathisants de centre-droit qui était plutôt opposés à la politique qui était déjà menée à l'époque par Emmanuel Macron, mais qui se disent, là pour le coup, la violence va trop loin, je ne peux pas soutenir, quand même je suis contre Emmanuel Macron, ces Gilets jaunes, et donc ils se retirent en termes de soutien, et c'est ce qui fait souvent la bascule. Pour objectiver un petit peu la situation ici, c'est pas inintéressant. On a grosso modo une majorité de Français, évidemment, et de personnes qui soutiennent les manifestations, qui sont contre la violence. C'est sûr. Est-ce que cette majorité doit nous faire oublier le quart des personnes qui soutiennent les manifestations et qui trouvent relativement légitime que certains aient recours à la violence pour se faire entendre? Je ne pense pas non plus, parce qu'on n'est pas sur des chiffres qui sont anecdotiques, et on est surtout sur des chiffres qui sont en progression. Plus que d'habitude, un quart des personnes interrogées qui soutiennent ou qui légitiment la violence? On était à peu près à 20% au moment des Gilets jaunes, qui trouvaient que ce n'était pas illégitime d'avoir recours à la violence. On est aujourd'hui plutôt sur le quart, et au maximum des manifestations, on était presque à 30%. Donc, ce qui effectivement peut être assez inquiétant. Alors je reviens à ces stratégies parallèles et on va voir si elles peuvent éventuellement se rencontrer et comment. Donc Elisabeth Borne espère avoir autour d'une table de négociation le plus de syndicats possible. Laurent Berger ne ferme pas la porte, mais il pose ses conditions. On l'écoute. Et la CFDT, elle ira discuter. Mais elle ira discuter en considérant que tout coûte plus cher. Et qu'il va y avoir maintenant, sur les conditions de travail, comme sur la question salariale, comme sur la question du dialogue social, que des choses soient mises sur la table qui soient consistantes. Si c'est le cas, on discutera. Si c'est pas le cas, je crois que le gouvernement n'aura encore pas compris. Le gouvernement devra comprendre qu'il ne suffira pas de distribuer 3-4 mesurettes pour calmer la colère sociale. Je crois qu'on est dans une colère sociale de longue
longue haleine d'une certaine manière, qui est très ancrée dans le monde du travail, et que pour calmer ça, il faudra des avancées concrètes. Laurent Berger qui passe la main dans quoi, 2 mois à peu près, mais son syndicat est en position de force, on peut dire ça ce soir. Son syndicat, tout le mouvement syndical aujourd'hui est en position de force. Ouais. Et je crois pas que ça plus serait... la CFDT que les autres. Non, la CFDT, elle a connu dans ce mouvement un processus intéressant, un peu de radicalisation. Enfin, on sait que c'est un syndicat qui, traditionnellement, est plutôt ouvert au compromis social. D'ailleurs, il le reste, je pense, sur le fond. Le problème, c'est que l'espace pour construire un compromis social, c'est quand même singulièrement rétréci. Donc, et là, il fait part d'exigences assez fortes. Oui, ils vont pas s'asseoir autour de ça va coûter plus cher. Ça veut dire quoi quand il dit ça va coûter plus cher, quoi. C'est que là, il va falloir venir avec des propositions solides sur les questions de salaire, pas seulement discuter de la prime, enfin de l'intéressement de la participation, sur la question des conditions de travail. Et encore, là, je pense, il dit pas tout, mais je pense qu'ils diront, si je lis bien un peu la presse syndicale, c'est revenir sur une partie des ordonnances Macron, la suppression des comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Si on parle aujourd'hui, si on réouvre une discussion sur le rapport au travail, sur les conditions de travail, il faudra revenir sur cette abrogation, sur cette disparition. Ils ont des revendications assez... Est-ce que le gouvernement est prêt à aller jusque-là? On verra, ça va être intéressant, mais je crois que cette idée qu'un dialogue suffira, pour les syndicats, c'est pas un dialogue, c'est à construire un compromis. Pour le gouvernement, c'est renouer les fils, avoir une discussion, etc. Mais là aussi, il n'y a pas que des querelles de temporalité, ceux qui pensent qu'on tourne une page, alors que les syndicats viennent avec l'idée, et la mobilisation d'hier le montre, que non, on est encore dans ce mouvement. Il ne faudrait pas non plus qu'il y ait une incompréhension sur le sens de ces réunions. C'est-à-dire les uns disant, on va communiquer un peu mieux, cette fois-ci essayer de caler une communication qui ne soit pas trop chancelante. Mais non, les syndicats, ils n'y vont pas pour gérer l'agenda de communication du président. Ça, c'est évident. Mais Anne-Charline Bénard, est-ce qu'on commence à voir un peu de fissure malgré tout, ou en tout cas des différences stratégiques? Parce que c'est pas si facile ça va pas être si facile d'être le premier syndicat à venir à la table des négociations s'il y en a un qui y va tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je crois que c'est vraiment là qu'on va vivre un moment intéressant en termes de politique, et qu'il s'agisse de syndicats ou de gouvernement, c'est la même chose. C'est une politique de gestion. C'est qui va lâcher. Et en quelque sorte, en termes d'image, être le premier syndicat à s'asseoir, c'est quand même aussi très difficile à porter au regard des bases. Ça veut dire que vous lâchez quelque chose, en tout cas en termes d'intensité. Donc oui, je crois que ça sera difficile d'être le premier dans ce jeu-là, qu'il s'agisse du gouvernement, du président, d'un des syndicats ou d'un autre. C'est-à-dire qu'on est dans un bras de fer tellement tendu, tellement solide aujourd'hui, que le premier qui va tendre la main à l'autre apparaît presque en situation de faiblesse au regard d'une certaine forme d'opinion. Donc, renouer les négociations, encore une fois, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que tout n'est pas affaire de scénario autour d'une table, parce qu'on a un petit peu le sentiment, quand on écoute Elisabeth Borne et les différents ministres, qu'il suffira qu'on soit tous assis pour qu'il y ait une photo et que tout soit terminé. Mais encore une fois, tout sera dans le fond, tout sera dans la manière aussi dont on va négocier cela. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en 68, la négociation sociale, elle a permis de déboucher sur les accords de Grenelle, mais notamment avec un véritable assentiment gouvernemental, un travail qui est allé dans ce sens-là. Donc, il ne s'agit pas uniquement de recevoir, il s'agit d'entendre, d'écouter et surtout de donner du résultat. Donc, c'est là, à mon avis, que quelque chose se jouera sur le fond. Pierre-Adrien Bartoli, si on scrute un peu le duo de l'exécutif, et puisque Elisabeth Borne va se retrouver là, logiquement, en première ligne dans les jours qui viennent, avec peut-être de premières discussions, est-ce ils sont souvent solidaires, surtout avec le quinquennat, le président et sa première ministre, est-ce que ça change un petit peu aujourd'hui? C'est à peu près le meilleur moment pour poser la question. Ça tombe bien. Bon, j'avais eu quelques infos avant que l'émission démarre. Non, mais c'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a... depuis 6 ans, et puis même avant, quand on prend les précédents quinquennats avec l'hyper-présidentialisation, donc un président très exposé, un rôle de Premier ministre, au moins dans l'opinion, qui ressemble effectivement à je mets des guillemets, premier collaborateur qui accompagne le président. Et dans les codes de confiance, on voit ça. On voit des niveaux de confiance qui évoluent à la hausse, à la baisse, pour le Premier ministre, en même temps que le président. Là, il s'est passé quelque chose dans notre baromètre qu'on fait tous les mois avec LCI, c'est une désindexation de la confiance en Emmanuel Macron d'un côté et de Elisabeth Borne de l'autre côté. On a un Emmanuel Macron dont la confiance a assez nettement baissé depuis le début de l'année. En gros, il perd 10 points et il arrive chez nous à 39% de confiance. Et une Elisabeth Borne qui avait baissé très fortement en même temps et qui, cette fois-ci,
réaugmente, c'est-à-dire prend 4 points, alors qu'Emmanuel Macron stagne. Donc elle fait entendre sa voix un petit peu. Quoi. Exactement. Et ce qui est extrêmement intéressant derrière cet aspect-là, c'est que pour la première fois, on a une forme d'identité politique propre à Elisabeth Borne dans l'étude qui se fait jour, qui n'existait pas, en tout cas qui n'était pas perçue par les Français, je ne me prononcerai pas sur le reste, qui la voit désormais comme étant quelqu'un qui a sa propre identité, potentiellement sa propre ligne et qui cherche son propre espace. Et dans cette tendance-là, vont se dire qu'elle n'est pas exactement sur la même ligne que le président de la République et que les griefs qui vont gréver les prochaines semaines ou les prochains mois du président de la République, quand on voit le rapport de force dont on vient de parler, ne vont pas forcément toucher, en tout cas aussi fort, la Première ministre. Alors, à propos de ce rapport de force, on va prendre un cas d'école. C'est le cas de le dire. Vous allez comprendre le jeu de mots tout de suite, puisqu'on va parler de la réforme du lycée. Un cas de lycée. Oui, on va prendre donc cet exemple-là, parce que c'est une mesure phare du président. Il en a parlé dans son allocution du 17 avril. Ça faisait partie de ses chantiers prioritaires et on sait que ça lui tient à cœur. Il devrait d'ailleurs présenter ses intentions, en tout cas les détailler lors d'un déplacement qui serait organisé cette semaine, mais c'est encore top secret parce que casserolade oblige, on essaie de se méfier et de dire son ordre du jour, son emploi du temps au dernier moment. Et alors, vous l'avez choisi ce thème, Émilie, parce que ça nous éclaire sur les relations entre l'exécutif et les syndicats. Oui, parce que le sujet est assez épineux. Ça a déjà commencé un petit peu les concertations. En gros, le gouvernement souhaite, un peu comme il a fait pour l'apprentissage, faciliter le passage des élèves de lycée pro dans la vie active. En gros, raccourcir ce délai-là. Donc réduire au passage le chômage. C'est une pratique qui est inspirée de notre modèle préféré outre-Rhin en Allemagne. Et c'est ce qu'il a fait sur l'apprentissage, qui a plutôt pas mal réussi jusque-là. Mais depuis le début des concertations qui ont été lancées en octobre 2022, les syndicats sont très remontés contre la réforme. Pour eux, c'est impossible d'envisager d'augmenter la durée, les heures de stage que font les élèves, donc dans les entreprises, au détriment de leur apprentissage théorique. Pour eux, c'est pas ça le but du jeu. Et c'est surtout impensable de faire passer cette thématique sous la coupe du ministère du Travail et non plus de l'Éducation nationale. On comprend bien ce qu'il y a derrière. Sur le premier point, sur les stages, le gouvernement a reculé parce que les syndicats sont assez mobilisés. Il y a eu quelques manifestations qui ont été un petit peu mis de côté par rapport à la réforme des retraites. En tout cas, il a reculé. Il n'y aura pas d'augmentation de la durée des stages. Sur le second point, par contre, l'annonce d'un projet de loi d'ici l'été fait craindre le pire aux syndicats qui l'ont vite exprimé. Ils ont fait un communiqué de presse, tous les syndicats de l'Éducation nationale, en disant un peu à la manière de Laurent Berger, sauf qu'eux ne veulent pas venir à la table des concertations pour le moment, pour l'élaboration du texte. Pour eux, le cadre est trop contraint. C'est une espèce de marche forcée qui est annoncée et leurs avis ne sont pas pris en compte. Et là, je vois un petit parallèle avec la réforme des retraites, puisque finalement, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Une concertation un peu similée, avec un cadre très contraint. Et finalement, on sait ce que c'est, ce qui se passe, les syndicats out, le 49.3 qui passe et puis les difficultés qu'on connaît jusqu'à maintenant. Est-ce que vous en concluez qu'il n'y a pas de changement de méthode ? Alors, Emmanuel Macron, si on écoute bien dans ces petits débats, il avait déjà donné des signaux sur son non-changement de méthode de fonctionnement ou de non-fonctionnement avec les syndicats, malgré ses promesses. C'était notamment sur la rémunération des enseignants. Donc, il a donné le pacte dans un de ses débats. Il a insisté sur cette idée de pacte. Si je travaille plus, je gagne plus pour les enseignants. Et en l'occurrence, les syndicats étaient complètement opposés à cette mesure. Ils étaient même partis de la table des négociations. Le président, quand même, a décidé d'annoncer ça dans ces débats et sans tenir compte de l'avis des syndicats. Leur demande de discussion n'a pas tenu lieu et seul contre tous, il a continué à avancer ses réformes. Moi, je me demande jusqu'à quel moment ça peut durer, et puis on le voit avec ces discussions sur les syndicats qui viennent ou qui viennent pas, d'autant que le gouvernement, comme on le répète à longueur de journée, n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc ne peut pas tracer comme ça seul avec l'Assemblée, et puis il n'a pas d'allié de confiance qui pourrait permettre de faire voter les lois. Donc avancer sans les syndicats, sans majorité, ça commence à devenir compliqué et on sait qu'il y a encore 4 ans à tenir. Jean-Marie Pernaut, peut-être sur les syndicats d'enseignants, est-ce que de toute façon, ils ne sont pas rétifs par principe à toute forme de négociation ? À chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, il y a de nouvelles réformes et ils en ont marre, quoi. Bon, il est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un ministre, on a droit à des réformes. Donc c'est un peu le changement permanent. Donc au bout d'un moment, il y a un manque de continuité assez évident. Mais non, il y a eu des accords signés dans l'éducation nationale. Bon, là, je crois qu'on est sur un point dur quand même avec cette histoire des lycées professionnels. On les a rarement vus aussi remonter quand même contre une réforme. Ils sont souvent en désaccord. Il y en a qui signent, d'autres qui ne signent pas. Mais même la FSU, qui passe moins facilement signataire, elle a signé des accords dans l'éducation nationale. Mais là, je crois que ça touche sur un point auquel les syndicats sont très sensibles. Ça pose la question des 100 jours, Pierre-Adrien Bartholdi, de ce rythme-là qu'Emmanuel Macron a inventé. Alors, c'est sans doute
Pas mal de communication, évidemment, mais est-ce que les Français y croient? Comment c'est reçu, ça? Ou est-ce qu'il n'y a pas une forme de démonétisation, pardon du terme, un peu de la parole publique ou de la parole présidentielle à annoncer ça, et puis assez vite on se rend compte que c'est pas si simple, le projet de loi immigration, finalement c'est pas pour tout de suite, etc. etc. Il y a deux aspects, c'est-à-dire un des problèmes que rencontre Emmanuel Macron en termes d'image actuellement, elle porte là-dessus, elle porte sur sa crédibilité, sa capacité à faire changer les choses. S'il a tenu sa base jusqu'à présent, c'était notamment pour ça, pour des qualités personnelles qui lui étaient reconnues, bien sûr, mais également parce qu'on pensait qu'il était la bonne personne, ou la moins pire dans un climat de défiance, pour mener à bien les projets, réformer le pays et malgré tout appliquer la politique qu'il avait promis lors de sa première élection et de sa réélection ensuite. Là, on sent qu'il commence à y avoir un doute. D'ailleurs, un doute qui touche y compris son cœur d'électorat. Et ce qui fait qu'il ne fait plus totalement le plein dans nos enquêtes. Et on se rend compte qu'une partie, petite pour l'instant, mais une partie néanmoins, à peu près 15% de ses plus proches, commence à avoir un doute sur ce qu'il peut faire. Mais sur la question des 100 jours, on peut prendre à l'envers. S'il n'avait pas donné cette échéance-là, on n'avait pas de débouché politique. Et la vraie utilité de ces 100 jours, c'est ça. C'est dire qu'après cette confrontation... bloc contre bloc, syndicat contre gouvernement, rue contre pouvoir, on allait pouvoir se retrouver et se donner rendez-vous à un certain point pour faire une forme de bilan. Et cette forme de bilan, c'est un débouché politique. Ça avait été les grands débats, les conférences en région et puis la restitution après les Gilets jaunes. C'est les 100 jours, en tout cas labellisés comme tels désormais, mais c'est surtout ça. C'est donner une perspective, donner un objectif et surtout se donner de l'air. Anne-Charlène ? Justement, est-ce que ça n'est pas un problème comme ça quand les majorités s'auto-donnent des rendez-vous d'auto-évaluation Je crois que c'est un peu risqué, d'autant qu'en plus cette majorité a pas mal de mal avec les résultats. Vous parliez de l'exemple et du parallèle des grands débats. Ce débat devait donner une loi qui n'est jamais arrivée pour cause d'incendie de Notre-Dame de Paris. On a eu ensuite le vrai problème du résultat avec la Convention citoyenne où finalement la récupération politique n'a pas été à la hauteur du rendez-vous. Et le seul président de la République qui s'était donné un leitmotiv, c'était François Hollande en disant de toute façon mon quinquennat sera celui de la baisse du chômage, et finalement on sait que c'est à cause de ça qu'il n'a pas estimé qu'il avait la légitimité pour se représenter. Donc est-ce que c'est vraiment un pari gagnant politiquement de se fixer un cap comme ça en se donnant des jours, en disant voilà je prends les responsabilités, il faudra qu'il y ait des résultats entre temps? Je crois quand même que c'est un peu à double tranchant, notamment par rapport au fait qu'il faut que ça corresponde à un calendrier parlementaire que pour le moment, on peine à voir venir. Alors, on va parler justement du calendrier parlementaire tout de suite. Vous vouliez prendre la parole vraiment rapidement? Pour aller tout à fait dans ce sens-là, d'autant qu'on le voit bien au fil des mots d'ordre dans les manifestations, parce que ça correspond un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur la réforme. Je ne crois pas que ce soit qu'elle est digérée, hein, mais parce que quand même, 62-64, c'est pas digéré. Mais le mouvement se déplace quand même. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a tendance, on le voit dans les mots d'ordre, à se focaliser sur « et si le problème, c'était pas Macron ?» Parce que vraiment, il y a un niveau de rejet et qui est alimenté par... Il est tout à fait... manifestement incapable de changer de méthode. Et c'est ça qui apparaît de plus en plus. Et est-ce qu'on peut conduire un pays durablement, comme vous le disiez, sans majorité parlementaire, en piétinant à peu près tout ce qui est imaginable en termes de corps intermédiaires? Est-ce que vraiment on peut diriger? D'ailleurs, il y en a certains qui disent qu'ils dirigent la France comme une entreprise, mais je pense que même à diriger une entreprise comme ça, on va au-devant de pas mal de catastrophes. Alors, vous évoquiez le calendrier parlementaire. On en parle tout de suite grâce à Quentin Calmet qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Quentin, le Parlement qui a repris son travail aujourd'hui après 15 jours d'interruption. Et on en sait plus là sur la feuille de route des deux chambres. Voilà, puisque c'est vrai qu'on pouvait le dire, hein, le Sénat et l'Assemblée nationale tournaient un peu au ralenti depuis le vote de la réforme des retraites. Les commissions avaient bien continué leur travail, mais les textes inscrits en séance publique étaient principalement d'initiative parlementaire, donc avec moins d'enjeux politiques, on peut le dire. Depuis le report de la loi immigration renvoyée à l'automne prochain, on attendait aussi de savoir quels seraient les prochains grands textes législatifs présentés et examinés. Donc depuis mercredi et la présentation de la feuille de route d'Elisabeth Borne sur les 100 jours, eh bien on connaît enfin les prochains textes. Écoutez la priorité fixée par la Première ministre en conférence de presse. Au cours de ces 100 jours, on montre aux Français qu'on entend leurs priorités, leurs préoccupations et qu'on accélère. Des textes très concrets pour les Français. Est-ce qu'on en prend le chemin ?
Pas exactement. Regardez l'agenda des prochaines semaines fixé donc pour les députés ce matin, il le sera pour les sénateurs mardi prochain. Alors tout va s'accélérer à partir du 22 mai véritablement. L'Assemblée nationale s'emparera alors du projet de loi de programmation militaire pour 2 semaines en séance. Il doit augmenter, on le sait Thomas, on en a évoqué ici les grandes lignes dans cette émission, le budget des armées sur la période 2024-2030. Dans le même temps, la loi de programmation de la justice d'Éric Dupond-Moretti, vous le voyez, eh bien elle commencera son parcours parlementaire au Sénat. Cela signifie tout de même que depuis la mi-mars et donc pendant 2 mois, le Parlement n'avait pas examiné de grands textes importants. Et alors, les autres textes à venir d'ici l'été, qu'est-ce qu'on en sait ? Alors, les députés devraient ensuite enchaîner avec un texte sur le partage de la valeur en entreprise pour fixer dans la loi l'accord fixé cet hiver entre partenaires sociaux. Là aussi, on en avait parlé dans cette émission. De leur côté, les sénateurs devraient s'emparer d'un texte défendu par Bruno Le Maire consacré au développement de l'industrie verte. Puis, celui sur les douanes et les œuvres spoilées. Enfin, projet de loi sur le numérique, réforme du lycée professionnel, recrutement d'assistants médicaux, projet de loi plein emploi qui transforme Pôle emploi en France Travail. Tous ces textes que vous voyez à l'écran, ils devraient être présentés, examinés d'ici à mi-juillet, car le Parlement pourrait suspendre ses travaux assez tôt. Le Sénat a en effet demandé au gouvernement de suspendre les travaux autour du 14 juillet. Pourquoi ? Pour entamer la campagne des sénatoriales. Et bon, ça tombe aussi bien, puisque c'est là où le chef de l'État voulait fixer aussi le bilan des 100 jours. Le bilan des 100 jours. Merci Quentin. Charline Bézina, est-ce que on voit ces textes, est-ce qu'ils peuvent passer sans 49.3 ? Parce qu'elle va revenir à chaque présentation d'une nouvelle réforme à l'Assemblée finalement. Mais c'est en effet la grande question, c'est ces fameuses majorités de projets. On le sait, le seul exemple que nous avons, c'est 88, où il était aisé pour ce gouvernement de gauche d'arriver à déborder sur la gauche de la gauche ou au contraire à déborder au centre, voire même à parfois attraper les deux, suivant des jeux de mots que Guy Carcassonne avait inventés, stéréo, Dolby, etc., en fonction des majorités. Ici, c'est difficile d'arriver à trouver des partenaires sur des textes aussi... Elle y est arrivée, Elisabeth Borne, sur certains textes. On a réussi, notamment sur la session de l'été, sur des projets, mais qui étaient relativement consensuels, sur le pouvoir d'achat, etc. Ici, on a quand même abandonné les projets les plus clivants, mais on se rend compte qu'il y a notamment beaucoup de lois de programmatique ou de lois qui vont entamer une démarche longue sur les projections. Et là-dessus, c'est parfois difficile de se mettre d'accord. Donc, se priver de la possibilité du 49.3, ça paraît parfois un petit peu dommage, d'autant qu'en réalité, il semble que c'est pour ça que la loi de réforme des retraites est passée par une loi de financement de la sécurité sociale rectificative, pour garder cette cartouche du 49.3 de session ordinaire. Donc, on comprend mal pourquoi la Première ministre veut s'en priver. Néanmoins, c'est vrai qu'en termes de méthode, aujourd'hui, le 49.3 est associé un petit peu à la présidence jupitérienne. Ça n'a plus du tout la même signification dans l'opinion. Voilà, il est devenu non seulement alors très souvent d'ailleurs il y a une confusion en croyant que c'est un outil présidentiel alors que c'est un outil primo-gouvernemental, et surtout il est devenu un petit peu le symbole de cette présidence par le haut. Alors arriver à trouver du consensus, c'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter à la Première ministre pour montrer qu'il est possible de gouverner avec une majorité relative. Oui, je me disais par rapport à tous les sujets qui sont traités, c'est quand même particulier parce qu'on n'a pas véritablement de cap qui se dessine. Le cap des 100 jours, c'est juste les 100 jours. C'est je fais un bilan pour parler de tout ça, donc c'est un espèce de pot pourri de plein de mesures qui peuvent être intéressantes. Il y a 3 chantiers annoncés, vous caricaturez un petit peu. Mais oui, mais je pense qu'ils se privent, et on comprend bien pourquoi, parce qu'il n'y a pas de majorité, donc il ne peut pas faire passer une loi un peu d'ampleur qui donnerait une vision. Je ne sais pas, on n'arrête pas de parler de la transition énergétique, par exemple, ou écologique. Il n'y a pas tellement des signaux, mis à part dans la voix d'Elisabeth Borne par-ci par-là, aujourd'hui encore à l'Assemblée, mais il n'y a pas cette vision-là. Donc ils se privent de ça. Je pense que si on veut réconcilier les uns et les autres et embarquer une population, il faut un peu faire rêver. C'est pas fait pas rêver. Et ils se privent d'éventuellement pouvoir communiquer sur des résultats. Comment voulez-vous, avec une Assemblée qui va vraiment commencer à travailler là dans 15 jours et arriver au 14 juillet, qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat marqué dans la vie des uns et des autres? Il ne pourra pas afficher. Donc vous rejoignez ce que disait Anne-Charlène Bézina, en fait, il s'est tendu un piège. Il s'est tendu un piège, à mon avis. Bon. Il a besoin de se donner ça parce qu'il n'a pas trouvé, il n'a pas trouvé le truc. Il n'a pas trouvé le truc comme le grand débat, comme tout ce qu'il a pu trouver, parce qu'il est très ingénieux, hein, ce président, il est très brillant. Mais là, cette fois-ci, il ne veut pas lâcher, contrairement aux Gilets jaunes, et il n'a pas trouvé le truc pour relancer son quinquennat
point-là. Et même déjà, pour le lancer tout court, je crois qu'en 2022, déjà, il était un peu sec en proposition. C'était déjà des choses très terre-à-terre qui n'ont pas fait rêver, et encore moins la réforme des retraites. Oui, puis avec une non-campagne électorale qu'on a beaucoup analysée ici. Un peu vide. Voilà, il y a 2 échéances attendues par les opposants à la réforme. Le référendum d'initiative partagée et puis la proposition de loi, je l'évoquais tout à l'heure, du groupe Lyot pour abroger les 64 ans. Écoutez ce qu'en dit Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. On va continuer à l'Assemblée puisque nous avons un premier rendez-vous le 3 mai pour savoir si le second RIP est accepté ou pas. Et puis nous aurons, dans une niche parlementaire prochaine, aussi à débattre de l'abrogation de cette loi et donc de faire en sorte que le vote que le gouvernement n'a pas voulu avoir une première fois, eh bien nous puissions l'avoir cette fois-ci et montrer que ce gouvernement n'a ni majorité dans la rue, ni dans le monde syndical, c'est une évidence, mais pas davantage à l'Assemblée. Alors le référendum d'initiative partagée, la décision du Conseil constitutionnel, elle a lieu demain. On en parlera longuement demain dans cette émission en première partie. Je voudrais qu'on se concentre un peu sur la proposition de loi du groupe Lyot pour abroger la réforme et donc revenir aux 62 ans. Ils profitent, je vais rester avec vous Anne-Charline, ils profitent, on va l'expliquer, de leur niche parlementaire. C'est dans plus d'un mois. On n'a pas fini de compter les voix et de faire des hypothèses sur ce plateau et sur d'autres. Elle pourrait être adoptée, cette proposition de loi? C'est pas la même configuration que la motion de censure, il faut le redire en quelques mots. C'est ça qui est important, c'est qu'une proposition de loi, c'est la force de proposition du Parlement en tant que tel. Et donc, en fait, on est dans un jeu ici tout à fait inédit, sous la Ve République, où on a eu un projet de loi d'initiative gouvernementale qui est à ce point-là rejeté par l'Assemblée nationale, qu'elle utilise sa capacité de proposition pour revenir sur ce qui vient d'être décidé. D'accord ? Alors, on a vu quand même que les oppositions avaient eu du mal à se coaliser ici, mais le 49.3, c'est un renversement gouvernemental, ce qui a quand même une charge politique très forte, notamment pour les LR, qui n'a pas la même signification. Ici, ça voudrait quand même dire qu'il faut trouver une majorité de personnes pour déconstruire ce qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale, et notamment qu'en réalité, il faudrait arriver à démontrer que la majorité est hostile à ce projet de réforme. Alors, ça sera forcément pas le cas au Sénat. À l'Assemblée nationale, ça peut être juste, mais on va dire qu'en termes de communication politique, ça permet surtout de dire le débat n'est pas terminé. Nous avons encore des ressources et c'était, je crois, le président de la CGT qui disait on appuiera sur tous les boutons. Eh bien, ça prouve vraiment que cette opposition, elle veut vraiment appuyer sur tous les boutons. Donc, tout ce qui existe dans un cycle législatif sera actionné et c'est surtout ça la force de cette proposition. Oui, alors on verra bien, effectivement, mais c'est ce qui est intéressant, Jean-Marie Pernaut, c'est-à-dire que ça donne finalement à l'intersyndicale et aussi aux partis des oppositions de gauche, on va dire, mais cet espoir que finalement cette réforme, même si elle a été légalement, bon, on peut critiquer les outils constitutionnels qui ont été mis en œuvre pour la faire passer, mais bon, elle a été adoptée, et ben peut-être que elle est pas encore totalement mise en œuvre pour les Français. Ce qui est d'ailleurs pas si simple pour... Enfin, moi, je suis dans ce cas-là, mais il y a beaucoup de nos téléspectateurs qui se disent finalement, à quelle sauce je vais être mangé? Est-ce que je vais devoir bosser 3 mois de plus, 6 mois de plus? Oui, et il y a cette incertitude qui reste dans l'air, là. C'est à la fois un avantage stratégique et une forme d'inconfort pour les Français, pour certains Français. Oui, bien sûr, ça crée de l'incertitude, mais pour la mobilisation sociale, c'est très important de créer cette incertitude, parce que ce qu'on voit au fil des mobilisations, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent dans les défilés en étant sûrs que Macron bougera pas, comme ils le disent, et qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent un peu par dignité, le sentiment de dignité. D'ailleurs, la fameuse chanson « On est là », qui est héritée des Gilets jaunes, on est là pour la dignité des travailleurs et pour construire un monde meilleur, je crois. Il y a bien ces deux aspects-là, c'est-à-dire en positif, mais aussi s'affirmer. Je crois que la mobilisation a besoin, pour être scandée, d'échéances comme ça, qui font aussi d'ailleurs l'articulation entre le social et le politique, puisqu'on voit bien quand même que les syndicats sont attentifs aux institutions. Pour eux, les institutions jouent un rôle et le Parlement se voit confier une responsabilité de dénouer ce qu'ils vivent comme une crise de légitimité d'une décision publique sans majorité parlementaire. Donc je crois que pour eux, c'est effectivement un support important. Bon, ça met un peu d'incertitude, mais au fond, ça laisse aussi un dernier espoir. Donc, c'est pas forcément négatif. Alors, je sais pas si vous l'avez sondé, ça, cette notion d'incertitude. C'est-à-dire que
voilà, pour les millions de Français qui sont concernés par la réforme des retraites, se dire bon, on nous dit que ça va être pour septembre, sauf que c'est peut-être pas complètement sûr. Comment c'est reçu ça? On l'a pas sondé directement, mais ce qui est intéressant à suivre, ça va être la capacité des responsables politiques d'opposition d'une part et syndicaux d'autre part à comprendre la nature de l'opposition qui va avoir lieu. Et on aura notamment des signes, sondagiers certes, mais également dans la manifestation du 6 juin qui a été annoncée. Je ne sais pas si on peut durer très longtemps, enfin en tout cas si une opposition sur cette mesure d'âge ou plus globalement cette réforme des retraites peut durer très longtemps, et si elle se transforme en autre chose qui à mon avis est en train de se passer actuellement, est-ce qu'on risque pas de sonner un peu à côté du sujet dans un mois quand on reviendra à la charge sur ce thème-là? Il est important, il restera important. Continuer de se transformer et il y a une sorte de pas en arrière. C'est le point d'attention qu'il va falloir avoir de leur part à ce moment-là pour pas sembler un peu dissonant et un peu en décalage avec ce qui sera le sujet du moment. Et ce qui sera le sujet du moment, ça peut être cette question de la fronde anti-Macron qui prend très fortement, qui s'enracine dans les mois et les années passées parce qu'elle vient pas de net maintenant. Ça peut être aussi un autre aspect qu'on connaît qui est extrêmement latent, et quand on sonde les priorités des Français, ça arrive très nettement en première place, largement devant la réforme des retraites. C'est toujours et encore cette question du pouvoir d'achat dont les Français ont l'impression qu'elle n'est pas traitée, et plus le temps passe, plus elle a l'air de passer au second plan pour des dirigeants politiques qui sont vus comme des élites éloignées, coupées des réalités, alors que les Français la vivent au quotidien. Mais est-ce que, alors je vais pousser le bouchon, est-ce que ça voudrait dire qu'une partie de l'opinion pourrait en vouloir aux oppositions qui freinent l'avancée de la réforme des retraites et qui empêchent le gouvernement de passer à autre chose? Là, on se projette très loin. On pousse vraiment le bouchon. Là, on pousse un peu le bouchon, mais ceci dit, cette question, elle va se poser. La question va quand même se poser, est-ce qu'on est encore sur cette réforme-là avec laquelle on est en désaccord et on continuera à l'être? Je ne pense pas que les Français, du jour au lendemain, vont changer d'avis sur cette réforme. Ou est-ce que la contestation va changer de nature? Et dans ce cas-là, l'opposition devra peut-être s'y adapter. Alors, évidemment, la configuration politique à l'Assemblée, elle est quand même très inédite. Mais c'est déjà arrivé de revenir aussi vite sur un texte qui vient d'être adopté, finalement? Non, pas aussi rapidement, parce que en réalité, c'est plutôt des successions de majorités qui nous ont amené à des abrogations assez rapides, comme par exemple la succession Nicolas Sarkozy, François Hollande sur le conseiller, comment s'appelait-il, ce conseiller territorial, voilà, entre le département et la région. On a eu aussi les nationalisations et les privatisations. Mais là, il y a changement de majorité. Mais avec changement de majorité, donc non, c'est inédit. Et surtout, en plus, l'idée de véhiculer une espèce de guerre, projet de loi contre proposition de loi, qui jusqu'à présent n'est jamais arrivé sous la Ve République. Et ça veut dire quelque chose de l'équilibre des pouvoirs. On a dit beaucoup de ce débat de la retraite qu'il avait court-circuité l'Assemblée nationale, et ça prouve qu'elle veut tout simplement faire entendre sa voix. Et ce groupe Lyotte, qui finalement a été d'ailleurs une cheville ouvrière au moment de la motion de censure, continue à endosser ce rôle de groupe suffisamment central pour associer des groupes extrêmes, qui est quand même tout à fait inédit et très intéressant dans la contestation et dans la coalition d'une opposition constructive. Ça peut être très dangereux pour le gouvernement. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce premier débat. Jean-Marie Pernaut, je rappelle le titre de votre livre, Le syndicalisme d'après, qui est donc publié aux éditions Le Détour.